Bonjour à tous. Donc, je suis interne en anesthésie et réanimation et je vous présente un étude qui s'intéresse un peu sur qu'est-ce qu'on pourrait faire en 2023 pour le concept de lésion myocardique post-chirurgie cardiaque. Donc, c'est un topo qui a été encadré par le docteur Amaury Bayeul qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui. Les lésions myocardiques après chirurgie non cardiaque, aussi appelées MIS en anglais, et on dit intervention pour la suite du topo, ont la définition suivante. C'est décrit, donc c'est une définition biologique. C'est une augmentation post-opératoire de la troponine supérieure à la limite supérieure de la normale dans les 30 jours post-opératoires, enfin, quasiment ça paraît toujours dans les 3 jours post-opératoires, avec un mécanisme qui est décrit comme ischémique. Il est noté qu'il est bien noté dans la définition que les signes cliniques sont non nécessaires, notamment parce qu'avec les doses antalgiques qui sont prescrites aux patients en post-opératoire, les douleurs d'angor peuvent ne pas être présentes, donc ils avaient exclu de la définition. Pourquoi on en parle notamment à cause des recommandations 2022 du coup de l'EAC sur la prise en charge périopératoire cardiovasculaire des patients ayant une chirurgie non cardiaque, qui est recommandée avec un niveau fort chez les patients qui avaient une maladie cardiovasculaire, des facteurs de risque cardiovasculaire, notamment un âge supérieur à 65 ans suffisait, ou des symptômes suggérant une chirurgie cardiovasculaire qui devait avoir une chirurgie non cardiaque, de doser une troponinémie en préopératoire, typiquement après la consultation d'anesthésie, et à J0, J1 et J2 post-opératoire. Il recommande aussi avec un niveau moins fort chez les mêmes patients de pouvoir doser un BNP, un NT-proBNP en préopératoire pour faire potentiellement une stratification du risque chirurgical. Avec comme schéma celui-ci, avant la chirurgie en général, à la consultation d'anesthésie, donc on regarde les facteurs de risque du patient. Si on considère qu'il rentre dans les clous, un ECG, une troponine, en général une troponine ultrasensible dans les recommandations, et le jour de la chirurgie non cardiaque, en post-opératoire en général, on va chez CHU une troponinémie à J1, une troponinémie à J2. Et si n'importe lesquels de ces troponinémies sont supérieures à la limite, on note une augmentation qui est supérieure à la limite supérieure de la normale. Donc en général, pour la troponinémie ultrasensible qui est décrite dans la littérature, c'est 14 nanogrammes par litre. Certaines études semblaient dire qu'une augmentation entre le dosage préopératoire et post-opératoire supérieur à 5 nanogrammes par litre suffisait à définir ce qui est ici marqué la notion de PMI, donc périopératoire cardiac injuries, ce qui englobe en fait, ce qui est équivalent à la définition de MITS, avec la prise en charge qui est décrite plus tard. Si on regarde en termes d'étiologie, les patients qui présentent cette définition dans la littérature sont assez souvent des patients pour lesquels il y a une maladie coronarienne sous-jacente qui est associée, connue ou non. Certaines études s'étaient intéressées à aller regarder, notamment avec des coroscanners, chez les patients qui avaient présenté du coup une MINS en post-opératoire, ils retrouvaient du coup une prévalence d'une maladie coronarienne sous-jacente qui était aux alentours de 70%. En termes des étiologies, du coup, il y a globalement 2 possibilités. Soit c'est une rupture de plaque, en général, ça a des symptomatiques de SCAS, de syndrome coronarien aigu, soit c'est dû à ce qu'on appelle du coup une indication à creusement qui a créé de l'ischémie. Et une étude, par exemple, s'était bien intéressée à tenter de séparer un peu les deux, et au niveau des prévalences, c'était 7% de rupture de plaque et un peu plus de 90% du coup d'inadéquation du coup apport besoin. Si on regarde en termes d'épidémiologie, la première étude qui s'y était intéressée, la première grosse étude qui s'était intéressée, c'était l'accord de Vision, c'était un peu plus de 15 000 patients où ils avaient dosé les troponinémies en post-opératoire, ils avaient regardé la mortalité des patients en post-opératoire à J30 en fonction du pic de troponinémie, et sur des méta-analyses qui ressemblaient à peu près 500 000, qui coulaient d'études et qui rassemblaient 500 000 patients, la prévalence globale du coup des MINS semble être environ de 18 à 20%. À bien faire attention, c'est comme on a dit, c'est une définition biologique, et donc en fonction du marqueur qu'on utilise, l'incidence et la prévalence ne seront pas les mêmes. Notamment dans l'accord de Vision,
ils avaient regardé en fonction des patients qui avaient, pour lesquels c'était une troponine de 4e génération, mais classique conventionnelle, donc CNT-NT, et ceux qui avaient une troponine ultrasensible de 4e génération, on passait de 8% pour la conventionnelle à 18% pour la ultrasensible. Donc à voir en fonction du marqueur qui est utilisé. Donc on a une augmentation, enfin a priori, ça touche, c'est une population quand même assez large, les patients qui sont à risque, c'est des patients à plus de 65 ans. On voit que ça a l'impression de toucher quasiment un patient sur 5 en post-chirurgie non cardiaque à risque intermédiaire et élevé. La question c'est est-ce que c'est juste une troponite ou est-ce que ça a un vrai impact clinique? On a quand même l'impression, au vu de la littérature, que ce n'est pas les mêmes patients que les autres et que leur trajectoire sera assez différente que les autres. Dans l'étude Vision, la mortalité à J30 des patients en général qui présentaient une mine, c'était globalement de 8,5%, et ça c'est retrouvé dans la littérature qui en a suivi. Ci-dessous, vous pouvez voir l'un des graphes qui est tiré de Vision, qui regardait la mortalité en fonction du pic de troponinémie en post-opératoire. Et ce que ça montrait, c'est que plus les patients avaient un pic élevé en post-opératoire, plus leur mortalité, qui en ordonnée, est importante. Que ce soit à J30 ou que ce soit à 1 an, ça a toujours des conséquences. Ici, dans cette étude, ils avaient regardé le suivi à 1 an des différents patients qui avaient présenté une mine en post-opératoire. À savoir que dans cette étude, du coup, ils l'avaient catégorisé en fonction du type d'événement que les patients avaient pu présenter. Et quand on regarde, donc là, c'est la mortalité toute cause des patients qui ont présenté du coup une mine sans post-opératoire et avaient, même à 1 an, du coup, avaient une mortalité qui était augmentée. Quand on regarde les patients qui avaient présenté des événements assez symptomatiques tels que des insuffisances cardiaques aiguës en post-opératoire étaient ceux qui avaient du coup le risque de mortalité le plus augmenté. Que ce soit en mortalité ou que ce soit en événement cardiovasculaire. Tiré de la même étude, on voit aussi que ces patients-là n'ont pas les mêmes trajectoires que les patients qui n'ont pas présenté de MINS. Donc, on aurait quand même envie de dire qu'il faudrait faire quelque chose. Si on s'intéresse aux facteurs de risque, du coup, pour mon patient, pour notre travail, qui serait du coup en consultation d'anesthésie, de repérer ces patients-là et d'organiser du coup une stratégie qui est adaptée, les facteurs de risque qui ressortent dans la littérature, c'est plus de 65 ans, sachant que plus l'âge augmente à partir de 65 ans, plus le risque de développer du coup une mine sans post-opératoire devient élevé, le sexe masculin, une capacité fonctionnelle qui est évaluée, donc qui est évaluée dans des études avec le Duke Activity Score Index, qui globalement permet d'avoir un équivalent de nous ce qu'on calcule de mètres. Et donc pour un Duke Activity Score Index inférieur à 34, on avait globalement, c'était pour des patients qui avaient des mètres qui étaient inférieurs à 6, et bien sûr le score de Lee, plus il est élevé, plus le patient est à risque. Dans les autres facteurs, c'est au niveau de ses antécédents, on fait pas mal d'antécédents cardiovasculaires, que ce soit HTA, diabète, astérosclérose, ABC, les cardiopathies bien sûr, ischémique chronique, et à noter aussi les insuffisances rénales chroniques, et à savoir que du coup, dans la littérature, ce qui ressort, c'est que une insuffisance rénale chronique avec à partir du stade 3A suffit, et est un facteur de risque du coup de développer une MINS. En facteur de risque opératoire, ce qui ressort le plus du coup c'est l'hypotension pour une baisse de la perfusion coronaire. Dans cette étude du coup, dans ce cas on peut voir à la gauche de l'écran qui s'intéressait du coup à la probabilité de développer une MINS en fonction de la pression artérielle moyenne minimum. On voit du coup que le risque commence à décoller, qu'il y a une augmentation du risque à partir de 65 mm d'une pression artérielle inférieure à 25 mm de mercure, avec une exposition avec une probabilité qui augmente, plus l'hypotension est profonde et plus l'hypotension est prolongée. On a aussi du coup la tachycardie, c'est un facteur d'augmentation de la dose cardiaque et qui peut influencer dans l'inadéquation apport-besoin. La littérature n'est pas complètement d'accord sur le sujet. Certaines études le font sortir comme facteur pronostic du coup de développer des MINS. D'autres études du coup ne retrouvent pas de différence. Donc sur la prise en charge
préopératoire, l'évaluation anesthésique, donc à regarder la capacité fonctionnelle et les antécédents cardiovasculaires. Ce qui ressort, c'est globalement donc plus de 65 ans, les antécédents en fait, de pathologie de cardiopathie ischémique rythmique ou même valvulaire, les patients qui sont connus pour avoir une dysfonction cardiaque avec une FEBG altérée, et les patients qui ont des comorbidités importantes cardiovasculaires telles que le diabète. Et dans ce cas-là, ce qui peut être proposé, ce serait le dosage de biomarqueurs. Alors, dans la littérature, il y a deux grandes catégories. Il y a les Européens et les Canadiens. Les Européens, donc les Européens, l'ESC, l'European Society of Cardiology, elle propose un dosage de la troponinamie, plus ou moins un dosage du BNP et du NT-proBNP, surtout pour avoir une troponine de référence pour assurer que si on a la troponine en post-opératoire, qu'une valeur élevée, mais qui serait non. Une valeur élevée, mais qui serait identique à une valeur qui serait déjà élevée en préopératoire, ne signifie pas forcément que le patient a fait un événement cardiovasculaire. Les Canadiens ont une autre version. Les Canadiens utilisaient le BNP et le NT-proBNP pour faire une stratification du risque, et si le BNP était supérieur à 92 et le NT-proBNP supérieur à 300 sur le dosage sur le dosage qui était fait en consultation d'anesthésie, il dosait les troponines en post-opératoire, mais il ne faisait pas de dosage de troponine en préopératoire. L'autre question qui se pourrait se poser, c'est est-ce qu'il y a des thérapeutiques qui pourraient être mises en œuvre pour prévenir du coup ces lésions. On a quand même l'impression que ça a un vrai impact sur le pronostic des patients. Il y a eu 3 grands essais. Il y a eu l'essai POISE qui lui testait du coup les bêta-bloquants, le métropolol en préopératoire. Alors quand je dis préopératoire, c'est vraiment préopératoire immédiat, vu que le traitement était initié dans les 4 à 6 heures avant l'entrée au bloc opératoire. C'était 8300 patients randomisés du coup en 2 groupes 1 pour 1. Ce qui ressortait, c'était globalement une diminution du coup des événements cardiovasculaires. Par contre, il y avait quand même une augmentation de la mortalité, une augmentation significative des patients qui présentaient des accidents vasculaires cérébrales en péri et en post-opératoire. L'aspirine, alors ils ont aussi testé la clonidine, c'était l'essai POISE 2, l'aspirine parce que c'est le traitement de prévention, on va dire, secondaire des cardiopathies ischémiques. La clonidine, ils l'utilisaient du coup pour lutter contre la tachycardie en préopératoire. Donc là, ils faisaient aspirine, il y avait 4 groupes, il y avait un groupe, donc 2 possibilités, soit le patient recevait de l'aspirine ou de la clonidine, et il y avait un placebo qui pouvait être, qui remplaçait l'un ou l'autre. Donc il y avait un groupe aspirine-clonidine, aspirine placebo, clonidine placebo, placebo, qui ne montrait aucun effet sur la prévention des événements cardiovasculaires et des MINS en périopératoire. À noter que les patients qui avaient de la clonidine, néanmoins, présentaient plus d'instabilité opératoire et plus de bradycardie en périopératoire. Et ils se sont aussi intéressés du coup à l'utilisation du monoxyde d'azote en périopératoire pour ses capacités vasodilatatrices. C'était l'essai Enigma 2, et là encore, ça n'a jamais réussi, ça ne retrouvait pas d'effet sur la réduction du coût de mise en périopératoire. La prise en charge périopératoire en tant qu'anesthésiste, c'est l'optimisation hémodynamique, donc c'est notre métier de tous les jours. La question qui pourrait se poser, c'est de savoir quelle stratégie adopter pour des patients en termes d'optimisation hypomanique et surtout en termes de valeur de pression artérielle à utiliser. Soit on se fixe un seuil qui est fixe, que ce soit 65 ou 65 mm de mercure pour les seuils qu'on a l'impression de retrouver le plus communément dans les différents services, soit on décide de se baser par rapport à une variation autour des valeurs habituelles du patient. Pas beaucoup de données sur l'impact sur les MINS, juste une étude qui regardait du coup les dysfonctions d'organes en post-opératoire en fonction de la stratégie. Donc ce qui est appelé traitement individualisé, c'était des patients pour lesquels il se fixait une variation de 10% de pression artérielle moyenne en opératoire versus traitement standard où il se fixait à avoir une pression artérielle moyenne supérieure à 65 mm de mercure. Il y avait significativement moins de dysfonction d'organes, mais que donc rénale, cardiaque et cérébrale chez les patients du coup qui recevaient le traitement individualisé. Sachant que c'est pas sur cette étude, il ne regardait pas juste la pression, ça regardait, on va dire, avec un package, avec une optimisation de l'expansion volumique basée sur le débit cardiaque. L'autre question qui pourrait aussi se poser, c'est quel monitorage
Ça, la littérature répond que globalement, qu'on a une pression continue, qu'elle soit invasive ou non, ça permet quand même de détecter les hypotensions de façon plus rapide et donc de tenter de les corriger et de pouvoir du coup agir plus rapidement vu que la durée d'hypotension est quand même un facteur important. Maintenant, donc, on a repéré les patients, on a tenté d'optimiser le opératoire et en post-opératoire, on a une augmentation de la troponine. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, déjà, il faut bien se rendre compte qu'il n'y a pas que qu'il n'y a pas que l'ischémie cardiaque qui fait augmenter du coup la troponine en post-opératoire. Il y a plein d'autres causes, dont certaines qui sont extra-opératoires comme le sepsis ou l'infection, l'insuffisance rénale aiguë, des causes pulmonaires comme l'embolie pulmonaire. La microbiopsie, c'est plus sur les exacerbations ou alors chez les patients, ou alors c'est l'augmentation de la troponine en chronique, l'accident vasculaire cérébral avec les déplacements de thrombus pas les démonstrations transitoires de la troponine. Donc la première chose qui me semble logique à faire, c'est quand même de faire une évaluation avant de décrire que c'est une mine, c'est d'éliminer une cause extracardiaque, parce que le traitement est le même, et là c'est le traitement de la cause avec des traitements qui sont spécifiques. Une fois qu'une cause non cardiaque, on a l'impression que c'est une cause ischémique qui peut être retenue, et bien il y a globalement deux possibilités. Soit on est devant un patient du coup qui présente ce qu'on appelle un STEMI ou un NSTEMI, donc un CST+, ou ST-, et dans les deux cas, c'est une urgence, un avis cardiologique. Enfin, il y a besoin d'une intervention cardiologique, d'une revascularisation plus ou moins urgente, en urgence absolue si c'est un ST, ST+. Dans le cas des NSTEMI, ça peut être discuté dans les 24 heures et une surveillance du coup en soins intensifs sans requise. La vraie question, c'est pour tout le reste. Qu'est-ce qu'on fait? Si on regarde les cardiologues, ce qu'ils aimeraient bien qu'on fasse. Globalement, si on reprend le basique, les cardiologues, quand on regarde du coup les différents papiers, les différentes recommandations, que ce soit de l'ESC, de l'AHA ou de la société canadienne, et ben, eux, ils aimeraient bien qu'on mette aspirine, statine en première intention, médicaments de base de la prévention secondaire des maladies cardiaques ischémiques et la notion des facteurs de risque cardiovasculaire. Qui sera à prendre. Alors, sachant que pour les facteurs cardiovasculaires, ça va être compliqué de les prendre en charge en périopératoire immédiat, mais c'est quelque chose qui serait à faire. Pour le reste, que ce soit bêta-gluteux ou IECA, eux ne le recommandent pas et ils le réservent plutôt du coup une évaluation cardiologique, une cardiologique, on va dire, secondaire. Ils ont même testé les AOD. Dans ce cas, c'était l'essai MANAGE, c'est un essai contrôlé randomisé multicentrique d'abigatran versus placebo chez les patients qui était introduit dans les 30 jours des patients qui avaient présenté des mises en post-opératoire, 1754 patients qui étaient randomisés en deux groupes équivalents avec une randomisation 1 pour 1, et le critère de jugement principal était l'apparition de complications cardiovasculaires du coup en post-opératoire. La dose d'abigatran, c'était 110 mg x2 par jour, ce qui nous un peu. Quand on regarde les résultats de l'essai, ce qui sortait, c'était qu'il y a une diminution des événements cardiovasculaires sous dabigatran, ça fait plus saigner. Paraît logique, c'est un anticoagulant. Il n'y avait pas l'air d'avoir plus de choc hémorragique, mais il y avait significativement plus d'hémorragie digestive. On n'est pas forcément très convaincu quand on regarde, et surtout ce qu'ils ont rajouté du coup durant l'étude, ce qui a été rajouté en critère de jugement, qui est intervenu dans le critère de jugement qui était composite, c'était les événements thromboemboliques qui n'étaient pas présents de base, qui étaient rajoutés en cours, et donc en effet, l'anticoagulant, ça aide à ne pas faire anticoaguler, et ce qui fait qu'en fait cette étude est assez peu retenue et qu'il n'y a personne ne conseille de mettre en place un traitement par dabigatran chez les patients qui présentent du coup une... Point de vue anesthésique, on est un peu... La lésion est un peu plus nuancée. Le fait est, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'études spécifiques sur les mines, c'est notamment la place de l'aspirine ou la statine. La seule étude qui existe, c'est une étude en sous-groupe de l'essai POIS qui se résume à peu près ainsi. Les patients meurent moins. Merci. Il n'y a pas de graphique, il n'y a pas de courbe. C'est 2 phrases dans l'étude et il n'y a pas de données, on va dire, dans les patients supplémentaires. Par contre, nous, ce qui est sont important, c'est quand même le contrôle. Ce qu'on peut faire en périopératoire immédiat, c'est le contrôle des facteurs profonds. L'anémie, on sait que l'anémie est un raison qui peut aggraver du coup une possible ischémie cardiaque, une hypoxie aussi, la gestion de la douleur pour réduire la tachycardie et donc diminuer la VO2 cardiaque. Et donc il y a plein de petits moyens qu'on peut mettre en place
pour avoir un effet. Si on résume, du coup, la mise en place des traitements, ce serait plutôt la correction du coup du facteur confondant, l'analgésie, l'oxygénothérapie. Pour se poser la question de l'aspirine et des statines, le dabigatran, c'est clairement non. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les patients qui ont présenté du coup une MINS et pour lequel on a retenu le diagnostic de MINS doivent être vus par un cardiologue. Dans cette étude qui est décrite en bas, c'était une étude multicentrique anglaise, 5133 patients. Et les patients qui bénéficiaient d'une intervention par un cardiologue montraient du coup une diminution de la mortalité 5,8% versus 8,3%, qui est la mortalité, on va dire, de base des patients avec une MINS. La question du timing, par contre, est globalement encore inconnue. On n'a pas envie de trop tarder, mais la question c'est est-ce qu'il faut le faire dans la semaine qui suit l'événement ou dans le mois qui suit l'événement. On n'a pas de données, il n'y a pas de données dessus. En conclusion, on a nous vraiment 3 missions: dépister les patients à risque, optimiser du coup le péropératoire pour tenter de réduire le plus possible l'apparition de l'événement, faire une surveillance, la surveillance du coup péropératoire, et si l'événement se produit ou si en tout cas une entrée de la troponémie arrive, éliminer du coup une cause non cardiaque, parce qu'il y a des traitements spécifiques pour ça. Si c'est un sepsis, c'est un antibiotique, ça marche. Ça marche bien. Mettre en place des traitements pour corriger en fait la dyshoméostasie et donc optimiser du coup la perfusion cardiaque et adresser vers le cardiologue. La mise en place des traitements opératoires immédiats pour le moment est une question qui qui n'est pas encore tranchée quand on regarde vraiment la littérature et qui mérite vraiment des études, parce que ces patients, comme je l'ai dit au début, n'ont vraiment pas la même trajectoire que les patients classiques. Je vous remercie.